Bah oui, parce que j'aime bien Dalida. Oui. J'ai toujours aimé Dalida. Je suis en train de lire un livre qui vient de sortir, et c'est pas un livre de chansons de variété, enfin, un livre un peu médiocre comme il en est écrit sur les chanteurs, parce que surtout elle a une image tellement complexe et tellement ambivalente. J'ai lu le livre d'Alice Miller dernièrement qui parle de Dalida, justement, en évoquant son enfance et en se demandant pourquoi elle avait cette grande ambition. Pourquoi elle a voulu tellement réussir. Voilà, oui, et pourquoi elle était déprimée également, c'était surtout la question. Pourquoi cette grande dépression, malgré sa beauté, malgré son succès, à un moment donné, je crois qu'elle parle de son enfance et elle émet certaines hypothèses. Enfin, oui, dans son cas, elle avait une conjonction Soleil-Saturne en maison 5 à l'opposé de Pluton et au carré d'Uranus, et une grande coupure avec le père et une grande relation d'amour loupé avec le père, qui a été source de culpabilité pour elle. Et je connais bien son thème parce qu'on l'avait donné dans Maison Neuve, je ne sais pas si vous l'aviez étudié. Non, je ne l'avais pas lu. On l'a changé à un moment donné, il n'y est plus. On l'avait donné à étudier et les gens se trompaient d'ailleurs parce qu'elle avait dans son thème énormément de terre et Capricorne ascendant Vierge. Donc malgré le soleil en maison 5, les gens faisaient de quelqu'un de très terre à terre et pas du tout une artiste. Mais c'était quelqu'un qui avait une fêlure au départ. Oui, c'est pour ça qu'elle a été touchante. Hein. C'est sa fêlure qui a fait sa popularité en même temps qu'elle était très ambitieuse et une vraie Capricorne, très travailleuse et très professionnelle. Mais c'est vrai qu'on peut penser à Dalida aussi, parce qu'on parlait justement de la dureté d'être célèbre, qu'elle a une fin tragique et qu'elle a souffert. Ouais. L'autre jour, je disais à quelqu'un que venait Dalida, parce que j'ai toujours, et moi j'ai entendu enfant, je vivais au Maroc quand j'étais enfant. Et Dalida au Maroc, enfant, avec le soleil, etc., ça allait tout à fait avec l'époque, le climat et tout ça. Donc je me suis attaché enfant. Oui. Et donc pour parler de quelqu'un d'autre qui est un peu moins lumineux, Hitler, lui aussi, semble-t-il, a eu une enfance très dure. Oui, je connais mal l'enfance d'Hitler. Des violences physiques, enfin même. Ah oui. Et il semblerait que là aussi, il y ait une compensation par rapport à l'ambition, par rapport à... Donc justement, la question qui se pose, c'est est-ce que ces choses-là sont dans le thème, ou est-ce que c'est le thème qui dit comment elles vont être vécues? Elles sont souvent dans le thème, quand même. Vous voulez dire si est-ce que ce qui arrive à la personne est dans son thème, ou est-ce que c'est ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu? Dans le cas Hitler, on a un carré de Vénus et Saturne. Voilà, mais je veux dire, il y a des jumeaux astrologiques des deux. On parle d'Hitler et de Dalida. Il y a eu des jumeaux astrologiques d'Hitler et des jumeaux astrologiques de Dalida. Ils sont pas devenus l'un ou l'autre. Donc il y a toutes les conditions de départ et le hasard de la vie. Dans quel milieu on vit, à quelle époque on est, etc. Pour que les gens deviennent, c'est une hypothèse simpliste que je veux dire, mais pour que les gens deviennent des personnalités comme ça hors du commun, il faut en même temps que leur thème soit ce qu'il est, si on peut dire, et qu'il y a la rencontre entre leur thème et l'époque. Il y a plein de gens qui ont des thèmes qui ne rencontrent pas l'époque et qui ne deviennent pas ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est le hasard. Et c'est des gens qui, je pense, qui sont porteurs quand même, bon, dans le cas d'Hitler, en plus, il y avait une idéologie, etc., mais qui sont porteurs de quelque chose de collectif, inconscient. Mais pour dire que même chez Hitler, il y a cette fêlure de l'enfance. Oui, bien sûr. Il y avait une fêlure tout court, c'est quelqu'un qui avait un côté aussi, sur le plan affectif, son thème est difficile, par exemple. Il y a une espèce de boulimie affective et de besoin d'être aimé. Mais comment expliquez-vous justement dans le cas de Hitler, mais ça pourrait être aussi le cas de De Gaulle ou de Napoléon, comment se fait-il qu'il ait, parce que bon c'est bien gentil, mais comment se fait-il qu'il ait été, comment est-ce qu'il a été porté, ou comment est-ce qu'il ait été accepté et sublimé par tout un peuple?
Je veux dire, c'est pas... Là, on n'est plus dans le domaine de l'individu. Hitler, quand on connaît bien son thème, Hitler, une des qualités principales qu'il avait déjà très confiance en lui-même, et une des qualités qu'il avait, c'était un remarquable communicateur. Et en fait, il a été d'avant-garde. Hein. Il a fait, lui, je veux dire, entre la radio, les représentations de masse du nazisme, etc., il a fait un travail de communication totalement novateur. C'est comme ça, il est tombé à un moment où l'Allemagne allait très mal, et lui se sentait humilié par l'armistice de 18. L'Allemagne a été très humiliée par la Première Guerre mondiale, par sa défaite dans la Première Guerre mondiale. Il parle contre Versailles. Voilà, et il y avait ça, et lui, il s'est posé en héros et en salvateur de l'Allemagne pour se venger de l'humiliation reçue. Il se trouve qu'il est tombé au bon moment et qu'il avait des qualités d'orateur, de communicateur incroyables, et puis c'était une sorte de mégalomane fou en même temps. Il est venu ça. Oui. Mais est-ce que ça fait partie de tout à l'heure on parlait des rapports entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Là on est un peu à l'intersection entre les deux en fait. Parce que c'est à la fois la personnalité, mais en réalité qui rencontre l'époque. Voilà, qui rencontre l'époque, qui rencontre le peuple. C'est là peut-être qu'à mon avis l'astrologie est un petit peu... il y a peut-être des recherches à faire dans ce sens-là. Parce qu'on travaille beaucoup en astrologie mondiale, on travaille beaucoup en astrologie individuelle, mais finalement on comprend toujours l'articulation entre les deux. Mais c'est bien pour ça que j'aime beaucoup l'astrobiographie, parce que, à mon avis, c'est une manière de relier l'individuel au collectif, quelque part. Ouais. C'est vrai que quand on lit une biographie de quelqu'un, si on a les coordonnées de naissance, c'est fascinant, parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre le vécu de la personne, on regarde le thème, on voit à quoi ça correspond, c'est très instructif, très intéressant. On voit comment les gens ont vécu les choses. Ou ce qu'ils n'ont pas vécu de leur thème aussi. Il arrive que des gens vivent qu'une partie de leur thème. Ou que l'époque ne leur permette, ou les circonstances ne leur permettent que de vivre une partie de leur thème. Alors si on revient... Oui. On peut comprendre des choses que certains biographes n'ont pas compris d'ailleurs. Ah ouais. Je trouve. Écrivons des biographies. Oui. Écrivons des biographies. Vous avez un exemple à nous donner, Mireille Petit, d'un éclairage astrologique d'une biographie, et qui peut être confirmé en plus, ou pas? D'avoir découvert par la biographie. Non, est-ce que l'astrologie peut éclairer, dans quelle mesure l'astrologie peut-elle éclairer, aider le travail de l'astrologue, ou du biographe justement? Disons que j'aime beaucoup Dominique Bonnat, qui fait des biographies très intéressantes, notamment celle de Camille Claudel et son frère. Elle vient d'écrire une biographie de Clara Malraux, c'est elle, non? De qui? Dominique Bonnat. Oui. Il vient de paraître une biographie de Clara Malraux, pareil. Ah, d'accord. Vous l'avez vu interviewée il n'y a pas longtemps. Et je sais qu'elle s'intéresse également à l'astrologie. Je pense qu'elle s'intéresse. Peut-être qu'elle a demandé des astrologues. Peut-être bien, oui. Parce que j'ai eu la sensation qu'elle utilisait des termes. Enfin bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, parce que je confonds peut-être avec un autre biographe qui a fait des biographies, Les hommes et leur mère. Hein. C'est un biographe allemand. Et là, il était carrément, il cite carrément les dates de naissance de leur mère, donc en donnant également le signe astral. Donc, il était certainement très intéressé. Et un exemple qui est très intéressant pour tout ça, c'est la famille Mann, Thomas Mann, Heinrich Mann, et Heinrich Mann, et Klaus Mann, et Erika Mann, parce que il y a d'abord des biographies excellentes qui existent sur toute cette famille, il y a beaucoup de documents, puisqu'ils ont tous plus ou moins écrit, enfin ils ont tous écrit, pas plus ou moins. Et puis il y avait une problématique à la fois de suicide dans la famille. Il y en a plusieurs qui sont suicidés. Puis il y avait une problématique sexuelle dans la famille aussi. Alors, moi je ne l'ai pas fait complètement ça, mais ça serait un exemple de bouquin intéressant en astrologie, d'étudier le thème de toute la famille et de voir toutes les interférences qu'il y a entre tous ces gens-là. Ça peut être intéressant c'est pour comprendre la lignée aussi. Oui, ça et ce qui se transmet, oui, les problématiques qui se transmettent.
alors justement, on est en dernière. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que l'astrologie peut aider certaines professions, par exemple médicales, ou enfin, je veux dire, vous voyez une certaine collaboration, ou ça vous a déjà ça s'est déjà présenté à vous Non. Bon, sinon que je faisais un travail avec un psy à un moment donné, qui m'a demandé un jour que je fasse son thème. J'ai refusé d'ailleurs. Si vous voulez des prévisions. Et puis j'ai refusé parce que ça me venait d'entrer tout d'un coup, j'avais pas envie de connaître son intimité. Parce que ça a rompé le rapport que j'avais avec lui. Mais c'est pour ça que j'ai refusé. Mais en général, je sais que beaucoup de psys sont agacés par l'astrologie. Il y en a d'autres que ça intéresse, qui sont ouverts. Mais il y en a beaucoup qui sont agacés. Ceux qui sont agacés, c'est parce que au fond, à travers un thème, on peut mettre le doigt directement sur une problématique, et que parfois, il leur faut pas mal de séances avec les personnes. Et puis ceux-là, alors, justement, ils disent ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'on peut faire du mal, et ça peut être dangereux d'asséner aux gens leur principale problématique à la figure. Ils reprochent souvent ça, les psys, peut-être. Ça peut être brutal. Mais en fait, c'est brutal que si on le fait de façon brutale et si on n'est pas assez... En fait, être un bon professionnel en astrologie, par rapport à la consultation, c'est savoir ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais enfin, la consultation, elle a une durée relativement brève, la consultation. Et quelle que soit la prudence que prendra l'astrologue, il n'a pas le temps comme dans le cadre de séances régulières. Non, bien sûr. Ou dans le cadre éventuellement d'un enseignement oral. Bien sûr. C'est pour ça que l'astrologie, on ne peut pas dire que ce soit une thérapie en soi. Ça peut être une thérapie si les gens viennent vous voir pendant une période compliquée plusieurs fois de suite à leur demande. Ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à certains astrologues. On leur fait du bien, on les soutient c'est une psychothérapie. Parce que là, on risque de si on prend un peu le parti de ces critiques émanant des psychologues, c'est vrai qu'on risque de claquer quelque chose, la personne, on lui donne un truc, elle le prend, mais finalement elle n'a pas compris ce qu'on lui a donné, elle n'a pas réellement compris ce qu'on lui a apporté. Mais c'est pour ça elle n'a pas fait un travail. C'est pour ça que l'astrologie a une place difficile, enfin une image difficile aussi dans la société actuelle, puisqu'il y a beaucoup de gens, moi je pratique ce qu'on appelle une astrologie psychologique, enfin avec un langage psychologique. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'astrologie, qui viennent parfois pour une première consultation, et qui me disent, mais finalement, vous êtes un peu comme un psy. Mais on est un peu comme un psy, alors on est un astrologue, mais on est un peu comme un psy, donc l'image est floue, on est un peu entre deux chaises, et c'est toute la difficulté pour l'astrologue d'être reconnu vraiment comme une discipline. C'est difficile pour les gens ne savent pas en plus. Les gens, médiatiquement, l'astrologie est très rarement présentée comme ça, elle est présentée sous sa forme la plus superficielle, comme on sait, horoscope, etc. C'est rare encore dans les années 80, il y avait des journaux qui parlaient de façon plus ouverte, des médias qui parlaient de façon plus ouverte de l'astrologie, maintenant beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est rare qu'on en parle en dehors de moqueries ou d'horoscopes. Ça peut arriver, mais c'est rare. Oui, donc vous avez raison, il y a un problème de positionnement de l'astrologie. Oui. Alors, il y a l'astropsychologie qui pose des problèmes, parce que en astropsychologie, comme vous dites vous-même, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui font qu'on ne sait plus très bien où est l'astrologie. Quand on essaie d'isoler l'astrologie pour faire des prévisions, là aussi, il y a des problèmes parce qu'on risque de se planter. En fait, il n'y a pas qu'un usage de l'astrologie. Il y a plusieurs usages de l'astrologie. On peut en faire un usage dit évolué et dit intéressant. On peut en faire un usage superficiel et caricatural. Voilà, donc le mot astrologue pour les gens confondent ça avec la voyance allègrement. Oui, c'est intéressant d'ailleurs ce mot astrologue. En fin de compte, on a l'impression parfois que le mot astrologue, c'est un mot valise un petit peu. On va voir l'astrologue, mais en réalité, ce que lui va donner, c'est pas forcément de l'astrologie ou que de l'astrologie. Oui, c'est pas forcément que de l'astrologie. C'est un mot comme ça qui veut dire, bon, on s'attend
à tout un ensemble de choses, mais peut-être que le mot astrologue est beaucoup plus large que le mot astrologie, en fait. Oui, il peut contenir plus de choses, c'est vrai. C'est vrai. Mais les gens, de toute façon, pour les gens, être astrologue, il y a eu souvent ce genre de réaction que tous les astrologues ont eu, mais c'est vraiment un métier, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que vous faites ça, c'est quoi? Est-ce que vous regardez ma main? Etc. Il y a quand même, on va toucher à un autre sujet, c'est le problème du transfert. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas indifférent, quand même une certaine image qu'on se fait de l'astrologie n'est pas indifférente au crédit qu'on va donner à l'astrologue. Il parle au nom d'un certain savoir qui est quand même une certaine aura. Voilà. Oui, bien sûr, ça fascine en même temps. Les gens c'est rare que les gens ne soient pas intéressés quelque part. Où il y a un rejet, où ils sont contre, où ils sont intéressés, ils ont envie de savoir ce que c'est, mais c'est rare qu'ils soient complètement indifférents. Alors justement, puisqu'on parle de l'enseignement... En même temps, pardon de vous interrompre, mais tout le monde connaît son signe quand même. Oui. Parfois son ascendant. Oui, mais alors il y a des astrologues qui se précipitent en disant oui, mais attention, lui n'est pas réductible, on ne peut pas le réduire à son signe. Il y a aussi oui, mais en même temps, ça crée un problème supplémentaire. C'est-à-dire que les gens ont une certaine idée de l'astrologie, et puis l'astrologue propose autre chose encore. Mais ce qui m'a fait toujours sourire, et ce que j'ai entendu souvent, c'est des gens qui me disent, en parlant de leur signe, alors je suis quoi? Je suis Scorpion, Lion, etc. Est-ce que c'est bien? Comme si c'était bien ou mal d'appartenir à un signe. Déjà, ça commence par... c'est-à-dire un besoin d'être assuré immédiat. Alors moi, il y a quand même des sujets que j'aimerais bien aborder encore avec vous. C'est de savoir, parce qu'on peut employer un mot un peu fort, c'est le problème de la séduction. C'est-à-dire de la séduction... la personne peut être séduite par ce qu'on dit d'elle. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire forcément que c'est forcément bien, mais ça lui plaît d'être comme on lui dit qu'elle est ou qu'elle pourrait être. Mais c'est pas ça, c'est toujours quelque chose d'agréable d'entendre parler de soi. Déjà. On flatte l'ego forcément. Et quand on en parle bien, quand on en parle de manière heureuse, poétique, ça passe encore mieux. Ça valorise la personne. Oui. Même si il y a un problème de séduction. Mais c'est déjà ça. Oui, mais la séduction, le mot séduction est un mot ambigu, parce que séduction, ça veut dire je suis séduit par ce que vous me proposez, ça veut dire que je suis comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie d'être comme ça, ou ça me plairait d'être comme vous dites que je suis. Il y a le mot séduction, je l'ai employé délibérément, par opposition au mot... je prends souvent des exemples pris dans la mode. Vous êtes vous-même quelqu'un qui allait être assez pris par la mode, et vous êtes dans un quartier de la mode, place de Victoire. J'aime bien la mode. Un coiffeur, un couturier, même un cuisinier, il propose un produit. Quand par exemple une femme achète une robe, elle peut toujours dire c'est la robe qui me convient. Mais au fond, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas le couturier ne l'a pas fait pour elle. Elle s'identifie, elle se retrouve dans cette robe. Elle a envie d'être dans cette robe-là, mais c'est pas forcément. C'est quelque chose qu'elle va intégrer dans son propre moi, mais c'est pas forcément ce qu'elle est en soi. C'est quelque chose en plus, en fait. Mais un vêtement ne peut pas être ce que vous êtes. Un vêtement, il est quand même le rempart entre vous et l'extérieur. Oui, un vêtement, il est censé vous valoriser, ou en tous les cas, exprimer quelque chose de vous. Oui, mais exprimer quelque chose de délibéré. Il y a des vêtements provocateurs, il y a des vêtements classiques, il y a des vêtements simples. Les gens s'expriment par leurs vêtements aussi. Et la façon d'être vu par les autres, c'est le regard des autres. Oui, mais le thème astral, on est dans le problème du rapport entre l'être et l'avoir. Le thème astral, c'est d'une certaine manière un vêtement. Ça peut être perçu comme un vêtement. C'est-à-dire que c'est... Un vêtement intérieur. Oui, enfin un vêtement intérieur, un vêtement qu'on met sur soi, qui nous représente, dans lequel on s'habille. Donc, d'une certaine manière, c'est ça la question qui se pose. Est-ce que l'astrologie est un vêtement au sens artistique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est proposé, comme un coiffeur proposerait à une cliente un nouveau look, un relookage, comme on dit. Est-ce que l'astrologue n'est pas parfois quelqu'un qui vient
on vient pour se faire relooker. Mais je pense que, enfin moi je le vis comme ça, mais je pense que l'astrologie est en partie un métier artistique. Artistique dans le sens où il y a d'abord l'interprétation du thème astral est un art, et un astrologue, il utilise beaucoup quand il travaille sur un thème sans avoir vu la personne, ce qui arrive fréquemment, sauf les gens qui vous voyez régulièrement, mais pour les nouvelles personnes que vous voyez, vous ne les connaissez pas, vous connaissez juste une problématique qui murmure au téléphone, vient voir pour des raisons professionnelles ou affectives, etc. Vous ne savez rien de quand vous êtes tout seul devant le thème et que vous l'interprétez, vous recréez une personnalité. Il y a une création, c'est-à-dire grâce à votre art et à votre talent, ou pas talent, vous créez une personnalité, et ensuite, avec l'art de la prévision qui est complémentaire, vous essayez de lui imaginer un futur possible. C'est un peu Pygmalion, un peu. Oui, et il y a un côté un peu Pygmalion, oui, c'est ça. Comment vous allez habiter le mieux possible votre thème, vous sentir le mieux possible en accord. Un grand astrologue, c'est un peu comme un grand couturier, un grand cuisinier, un grand coiffeur. C'est quelqu'un qui propose des choses qui sont... on a envie d'y entrer, on a envie de les habiter. C'est ça. On a envie d'habiter le thème que vous proposez. Bah oui. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit... Et en même temps, comme on sait qu'il est fondé sur le thème natal, sur la date de naissance, il y a une légitimité à le revendiquer, quelque part. C'est comme un héritage. Sauf pour les gens, et ça arrive de temps en temps, les gens qui veulent absolument pas être eux-mêmes, c'est-à-dire qui, pour des raisons diverses, refusent d'être ce qu'ils sont. Ce que montre leur thème. C'est-à-dire, ils ont envie d'avoir une personnalité autre. Mais le thème, c'est pas aussi, enfin, excusez-moi de vous contredire, mais le thème, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi, justement, quelqu'un qui veut changer de peau, et qui a décidé de faire un trip astrologique, justement, parce que l'astrologie lui propose un autre regard sur lui-même. Mais je veux dire, on peut évoluer dans la vie, mais on ne change pas les choses fondamentales qu'on a au fond de soi et dont on est fait, dont on est pétri, ça je ne crois pas. Je veux dire, on peut évoluer, et on peut évoluer dans beaucoup de directions, heureusement qu'on n'est pas figé pour l'éternité. Mais la base de la personnalité, je veux dire, on ne passe pas d'un état à l'autre. C'est comme si on est blond, on ne devient pas black. Je prends des images caricaturales. Si on est femme, on ne devient pas homme, sauf dans certains cas où il y a vous voulez dire que la personne ne va pas s'identifier à n'importe quoi. Non, et puis qu'on n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. C'est défini pas seulement par le thème astral en est une image. On est un reflet, mais il y a la génétique nous définit, notre histoire nous définit, l'endroit et le milieu dans lequel on est, la lignée dont on vient nous définit. On ne peut pas échapper à ça. Voici on emploie le mot entendre. Tout à l'heure on dit qu'est-ce que la personne peut entendre ou veut entendre. Alors peut entendre. Alors la façon où l'astrologue arrive à dire des choses qui peuvent être entendues ou qui veulent être entendus, ça lui donne quand même une certaine marge de manœuvre. Parce que finalement, la question c'est de savoir, est-ce que ce que je vais dire à la personne, elle va le recevoir, elle va l'accepter, pas forcément parce que c'est vrai, mais parce que quelque part ça lui convient d'entendre ça. Ça l'arrange qu'on lui dise qu'elle est comme ceci, comme cela. Bon, je vous prends un exemple concret qui a trait à la prévision. Je me rappelle de quelqu'un qui avait un carré de Saturne, ce qui est banal, un carré de Saturne au soleil, un homme de 30 ans, et qui, à ce moment-là, avait une très bonne situation dans une entreprise, et qui en avait marre. C'était un Gémeaux, qui avait la bougeotte, qui ne supportait pas de rester plus de 2-3 ans dans le même emploi, et qui m'a demandé, mais est-ce que c'est la bonne période pour changer ? Et je lui ai dit, c'est pas la période idéale pour changer avec un carré de Saturne au soleil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, mais ça veut dire simplement que ça va être difficile pour vous et que votre nouvel emploi, parce qu'on lui proposait un nouvel emploi, risque soit d'être décevant au début, soit il risque d'y avoir des obstacles, soit vous allez avoir des difficultés d'adaptation, soit au pire, il peut y avoir un échec puisqu'il y a toujours une période d'essai, mais attendez-vous à ce que telle période soit pas difficile. Alors, mais est-ce que ça veut dire que je ne dois pas changer ?
Je dis pas du tout. C'est pas parce qu'on a un carré de Saturne au soleil qu'on s'assied, qu'on attend que ça passe. On bouge. On utilise même les transits négatifs. Si on a envie de bouger, si on a l'énergie, on surmonte, on compense ça. Donc voilà la réponse. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'astrologue dit quelque chose, que ce soit sur le plan du tempérament ou sur le plan prévisionnel, que la personne est obligée d'obtempérer au premier degré. Il y a son libre choix, il y a sa façon de voir les choses et il y a son envie profonde. Mais est-ce que... On ne détermine pas tout. Tout à l'heure, on disait justement que l'astrologie, comme elle a une certaine aura, elle a une certaine image, qui fait qu'il y a des gens qui veulent tout simplement, ils vont à l'astrologue pour savoir exactement qu'est-ce que l'astrologie a à leur dire. Moi, j'aime bien la notion d'héritage, parce que c'est une notion intéressante. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qui n'a jamais été faire son thème, c'est un petit peu comme quelqu'un à qui on lui dirait, vous savez, vous avez hérité d'une petite propriété, et je suis notaire, donc il découvre son thème comme ça, et on lui dit ça fait partie de vous-même, c'est à vous. C'est à vous, donc c'est un avoir supplémentaire que la personne n'avait pas considéré. C'est l'enrichissement, de certaine manière. Et alors, bon, ben voilà, puisque c'est à moi, ça m'est dévolu, ça m'est donné, bon, ben, je vais essayer de faire avec, hein, effectivement, de l'habiter, de l'aménager, éventuellement comme on aménage un appartement qu'on n'avait pas, qu'on a reçu un héritage. C'est un héritage, un don du ciel en quelque sorte. C'est un potentiel. C'est un don du ciel. C'est un potentiel, un thème. C'est le potentiel, tout le potentiel d'une personnalité qu'on peut décrire. Alors ça peut être intéressant quand des gens le découvrent à n'importe quel âge d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent être un peu restées dans l'ombre et qu'on peut explorer même tardivement parfois dans la vie. Mais dans l'enseignement astrologique, pour revenir, parce que je crois que vous avez du temps, vous n'avez pas trop de temps maintenant, quelle image vous donnez de l'astrologie en tant que savoir à Maisonneuve? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un effort pour montrer la cohérence de ce savoir astrologique? Quels sont comment vous définissez, enfin sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, montrer la cohérence du zodiaque, que c'est quelque chose qui est articulé, sur quoi c'est articulé, tout le côté, disons, cohérence du système qui va être enseigné en fait. Parce que j'espère, c'est pas à moi de le dire, mais j'espère que le contenu de nos cours explique tout ça. Pourquoi on peut employer certaines choses, pourquoi ça signifie certaines choses, et comme notre enseignement est très progressif et quand même assez structuré, c'est-à-dire une chose après l'autre et dans l'ordre, les gens comprennent bien quelles sont les possibilités de l'astrologie, quelles sont les limites aussi de l'astrologie. On va tout faire avec l'astrologie. Mais si on vous demande, je ne sais pas si on pose sur les questions, d'ailleurs, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est de savoir quelles sont les exigences des élèves ou des personnes qui entendent parler d'astrologie. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Parce que tout à l'heure on parlait de recevoir l'astrologie en tant que client, mais il y a aussi recevoir l'astrologie en tant qu'élève. Oui, bien sûr. L'élève, il accepte, ça passe, de même qu'un client, qu'est-ce qu'il peut entendre, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'on lui dit de l'astrologie? Est-ce qu'il est content de la façon dont on lui en parle? Le client, Non, mais pas justement. Oui, le client, on parle plus de l'interprétation des symboles astrologiques, alors qu'à l'élève, on parle des symboles astrologiques, de leur signification eux-mêmes et de ce qu'on peut en faire. Les élèves, ils ont parfois du mal, ça dépend lesquels. Il y a toutes sortes d'élèves. Et il y en a parfois très doués, même très jeunes. C'est surprenant. Il y a des gens, on a eu des élèves de 19 ans qui manifestaient une espèce de maturité incroyable, comme s'ils avaient trempé dedans depuis tout petit. Moi, qui aimais ces pantois, enfin, je veux dire, on a eu plusieurs, pas eu beaucoup, mais on a eu plusieurs cas comme ça. Mais les gens, si vous voulez, ils comprennent bien qu'un symbole, enfin j'espère qu'ils comprennent bien qu'un symbole n'a pas qu'une seule lecture d'abord et qu'un symbole peut être approfondi et nuancé de nombreuses fois. Plus on apprend l'astrologie, plus on a une pratique de l'astrologie, plus on se rend compte qu'il faut élever l'interprétation du symbole et ne pas la ramener au premier degré. Parce que parfois, il y a des choses qui se manifestent de façon dont on n'aurait pas pensé. Hein?
Donc il y a une dimension d'ouverture dans le symbole astrologique qui fait que ça peut perturber certaines personnes en disant « j'arriverai jamais à avoir le talent d'interpréter les choses d'une certaine façon », et en même temps qui permet de dire que l'astrologie est toujours quelque chose qu'on peut continuer à apprendre et qui est sans cesse perfectible, et qui est un savoir ouvert, et non pas figé pour l'éternité. Alors justement, c'est une question que je veux poser, c'est de savoir, justement, vous avez raison, quels sont les... Est-ce que l'astrologie, parce que l'astrologie, est-ce que c'est une science qui est sclérosée, un savoir qui est sclérosé, ou un savoir qui est encore en train de chercher? On ne pense pas qu'elle soit sclérosée. Elle est sclérosée, pour certains, ça dépend de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire, si on la limite à un usage routinier et plan-plan, elle est sclérosée. Si on essaye d'en connaître davantage, elle n'est pas sclérosée, elle est ouverte sur la vie. Mais est-ce que vous imagineriez, Bernard Besançon, une réforme de l'astrologie, par exemple? Par exemple, on dit, voilà, bon, ça aussi, il y a des modes en astrologie, hein, je ne sais pas si vous êtes sensible à la mode des nœuds lunaires, il y a des notions... Non, il y a des moments où certains courants, on parle plus de choses que d'autres, oui. Est-ce que... Parce que la question qui se pose, c'est souvent les praticiens, vous n'êtes pas qu'un praticien, mais souvent les praticiens disent, oui, moi j'ai des résultats comme ça, je ne vois pas pourquoi je devrais en changer, sous prétexte que maintenant la mode n'est plus à ça et qu'il y a d'autres théories. Non, mais moi je me pose par exemple en ce moment pour répondre à votre question, je me trouve il y a des circonstances atténuantes, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés ces dernières années, désagréables dans ma vie, familiaux, etc. Mais j'ai pas eu le temps de me concentrer beaucoup sur ce que je fais. Mais là, par exemple, moi, je trouve que je suis un peu... il faudrait que je me remue un peu par rapport à l'astrologie intellectuellement et puis que j'apprenne de nouvelles choses. Je me trouve un peu sclérosé. Oui. Sincèrement, je dis pas ça. Non, mais c'est une bonne figure, mais je me trouve un peu sclérosé. Je trouve que je devrais m'ouvrir à certaines parties de l'astrologie que je connais pas. Éventuellement d'autres choses aussi, d'ailleurs, pas seulement en astrologie, mais entre autres en astrologie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient un système plan-plan, comme ça. On dit l'astrologie. Et on a l'impression de ne plus évoluer soi-même. Enfin, c'est valable dans plein de domaines, mais si on fait les choses de façon trop routinière. Et parfois, je me dis que j'aimerais donner certaines réponses aux gens que j'arrive pas à donner avec simplement mes connaissances. Alors, y aurait-il pas une façon de le faire, etc. Et est-ce que vous avez, justement, parce que moi je sais que, je ne sais pas si vous savez, mais je m'intéresse beaucoup au masculin et au féminin, aux hommes et aux femmes, même en astrologie, même chez les astrologues. Est-ce que Catherine Aubier a la même sensibilité que vous à ce niveau-là, par rapport à un renouvellement de l'astrologie, ou est-ce que, au fond, il y a beaucoup d'astrologues qui disent ben, l'astrologie, elle est ce qu'elle est, mais il faut savoir en faire il faut savoir tirer le meilleur. Il ne faut pas bouger l'astrologie, mais par contre, on va insister sur la façon dont on l'utilise et dont on l'applique. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut transformer en amont. Oui, mais le meilleur pour chacun n'est pas forcément la même chose d'abord. Et en plus, pour Catherine, il faudrait lui demander à elle, je ne sais pas. Je lui ai déjà demandé. Mais je sais qu'elle, je la connais quand même bien, je sais qu'elle peut très vite se mettre à quelque chose qu'elle ne connaît pas et l'étudier tout d'un coup si ça la passionne. Elle est du genre à faire les choses assez spontanément et parfois on en discute. Mais elle n'est pas fermée intellectuellement. Vous êtes arrivé, justement, vous avez parlé tout à l'heure de certaines... Est-ce qu'il est arrivé que le cours, l'enseignement, le support d'enseignement de Maisonneuve, est-ce qu'il est arrivé au cours des 21 ans d'être revu, modifié, corrigé Ah oui, on a corrigé du cours. Mais quels ont été les moments les plus mémorables, en quelque sorte, dans l'histoire? On ne peut pas vous le dire tellement parce qu'on l'a fait au fur et à mesure. Ah oui. On trouvait, par exemple, qu'une chose était mal expliquée, on refaisait un paragraphe, on changeait un thème parce qu'on a trouvé un thème qui était plus parlant pour les gens, etc. Donc au fur et à mesure, on a bougé les choses. Et puis on a même tenté à un moment donné, parce qu'il y avait une demande chez les gens qui avaient terminé les cours, ils se trouvaient un peu seuls, puisqu'ils ne suivaient pas les cours oraux, tout d'un coup se retrouvaient face à eux-mêmes, ils avaient envie de continuer aussi à faire des exercices. Moi, je l'ai fait souvent, c'est-à-dire continuer à donner aux gens des thèmes anonymes,
complètement, à la faire travailler les thèmes et à les corriger. Parce que c'est les gens qui en éprouvent le besoin. Oui. Mais c'est vrai qu'on pourrait, et ça viendra peut-être, on pourrait augmenter le nombre de nos cours ou compléter par certaines choses, faire des cours sur ce qu'on n'a pas encore fait. Puis il y a l'astrologie, on a changé de siècle, hein, donc il y a peut-être... parce qu'on a l'impression que l'astrologie parle beaucoup du changement du monde, et moins qu'elle appartient à notre monde. Non, mais et qu'elle ne parle pas tellement de son propre changement. Ouais. Ce qui m'avait frappé justement dans le colloque, j'ironise un petit peu, mais je veux dire qu'à la limite, une des réflexions que je me suis faite en assistant au colloque justement de Source, c'est que l'astrologie parle du changement, mais ne se parle pas de son propre changement à elle. Ça remet difficilement en question. Voilà, c'est ça. Alors, si elle annonce effectivement des changements, pourquoi ça ne serait pas aussi des changements qui la concerneraient elle aussi? Mais je crois que l'astrologie s'est trop occupée, et en même temps je le comprends et pour cause, puisque je suis astrologue, c'est trop occupé de sa propre connaissance dans la société. Je veux dire, il y a une grande frustration de la place que l'astrologie n'a pas pris ces dernières années. Il y a 20 ans, on en parlait beaucoup plus, elle était davantage reconnue, il y avait des revues d'astrologie. Et même il y a 40 ans, c'était autre chose encore. Hein, début des années 80, 60, même les années 70, etc. Et c'est allé en se rétrécissant. C'est allé en se rétrécissant. Pourquoi? On peut se poser la question, d'ailleurs, est-ce que finalement, comme le monde, les gens vivent de plus en plus sur un mode matérialiste obligatoire, puisque l'argent a tout envahi et la sécurité matérielle est une priorité, est-ce que les gens ont moins de temps qu'avant de se poser leurs questions de leur être profond? Je me le demande. Est-ce que, par exemple, les gens... j'ai pas le sentiment, parce que moi je suis quelqu'un qui a des contacts et qui sort, je parle avec des gens de tous les âges, j'ai pas le sentiment, par exemple, que les gens qui ont la trentaine, entre 30 et 40 ans, aient beaucoup le loisir de se poser des questions. On ne les voit pas beaucoup dans les réunions d'astrologie, en tout cas, je vous assure. Beaucoup le loisir de se poser des questions sur qui ils sont, sur leur vraie identité, etc. Parce qu'au fond, je veux dire, l'astrologie s'adresse aussi beaucoup à des gens qui se posent des questions sur leur identité. C'est comme ça que moi j'ai rencontré l'astrologie. C'est en posant des questions sur ma propre identité. Qui suis-je? Parce que je ne le savais pas, j'ai mis du temps à le savoir. L'astrologie m'a aidé à le savoir. Et comme vous dites, vous l'avez rencontré il y a quand même pas mal d'années. Ah oui. Ben oui. Il y a une trentaine d'années, je pense. Oui, oui c'est ça. Donc à cette époque-là, comme vous dites, c'était plus séduisant. Quelque part, l'astrologie était... Et puis c'était une époque où les choses allaient beaucoup mieux. On avait plus peut-être, j'essaie d'expliquer le comportement des gens. Les gens avaient plus le loisir de se penser sur leur identité et sur leur vie intérieure que maintenant. On a le sentiment que maintenant ils sont complètement débordés par autre chose. Ils essayent même pas souvent de se poser. À ce colloque-là, le congrès des sources, c'était assez stupéfiant. Il y a eu certains l'ont remarqué. On avait un public qui était à 95% des femmes au-dessus de 50 ans. Hein. Et il y avait certains orateurs qui étaient pas qui ont été quand même tout à fait frappés par ce phénomène de rentrer dans une salle. Vous voyez une homogénéité de profil, de visage, etc. On a l'impression que ce sont tous des gens qui ont appris l'astrologie il y a 20-30 ans et qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Non. Bien que vous, à Maisonneuve, je pense que vous avez probablement vu des gens qui ont... on les a vus, heureusement, qui continuent on a correspondu, communiqué avec eux. On a communiqué avec eux. Vous pouvez témoigner que l'astrologie continue à attirer des gens de tous âges. Oui, mais il y a un problème de contact. Par exemple, pour la France elle-même, pour Paris, etc. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a toute une génération qu'on n'a pas joint. Celle dont je parle, des 30-40. Oui. On a toute une génération qui est passée à côté, avec laquelle on n'a pas pu correspondre, communiquer. Oui, oui. Et je vois leur réaction, puisque quand on me demande ce que je fais, je ne le cache pas, je ne le crie pas sur les toits, mais un astrologue, je vois les réactions de ces gens-là en général. Bon, ils me regardent, ils disent tiens, c'est pas banal, mais c'est tout. Il fut un temps où les gens étaient beaucoup plus... les gens plus jeunes, par contre, des gens de 20 ans ont l'air plus intéressés. Ah oui. De nouveau. Donc il y a une génération qui aurait été perdue. Peut-être. Oui. Cette génération des 30-40, on appelle les bobos d'ailleurs, qui foutent des ambiances en l'air quand on est dans des restaurants ou dans des endroits de nuit à Paris, parce qu'ils ne sont pas joyeux, parce que
ils sont tous inquiets pour quelque chose, les femmes pour trouver un homme, les hommes pour conserver leur situation, ne leur jettent pas la pierre. Mais cette inquiétude pourrait laisser d'avenir à l'astrologie. Mais justement, ils ne s'y intéressent pas les 3 quarts du temps. Alors, les femmes plus que les garçons, oui. Mais bon, moi dans ma clientèle, j'ai des gens qui ont 30, 40 ans, ils ne diront rien. Mais je veux dire, pour les cours, par exemple, il y en a moins. Ou c'est plus jeune, ou c'est plus âgé souvent. Oui. Donc c'est des gens de soit 1970, 80... Soit... Bon, aussi, ça vient du fait aussi, je pense, que l'astrologie a été très mal médiatisée pendant toute une période. Donc les gens n'ont plus su ce que c'était, c'est tout. Il y a une méconnaissance aussi. Ils ne savent pas les gens, même s'ils connaissent leur signe, ils ne savent pas ce qu'on peut attendre de l'astrologie, les gens. Ils pensent horoscope et prédiction. Il y a des émissions qui discréditent beaucoup l'astrologie. Comment? Il y a eu des émissions, des films qui ont... Enfin, je pense à certains films où il y avait des histoires de tarologues qui malgré tout, informent quand même sur un certain symbolisme, hein, parce qu'il y a cet amalgame. Je me souviens que ça discréditait beaucoup l'astrologie. Oui, souvent. Quand on voit ça... Elle a été très discréditée. Elle a été très discréditée parce qu'elle a dérangé en même temps l'astrologie. Elle dérange l'astrologie. Elle dérange dans la mesure où c'est classé, et ça l'est. Enfin, quand on parle de la psyché humaine, c'est forcément l'irrationnel. Donc tout ce qui est irrationnel, dans une société qui a voulu tout rationaliser, ce qui est le cas en ce moment, c'est que la société est trop rationnelle, c'est qu'à sa figure quand même, puisqu'elle est en peine. Justement, quand on reproche les prévisions aux astrologues ou d'en faire trop de prévisions, de vouloir prévoir, quand on voit tous les experts ou tous les économistes, etc., face à la réalité du monde, veut dire, il n'y a pas de quoi avoir honte. On a moins d'échecs en astrologie qu'ils ont d'échecs dans leurs propres prévisions. Bien sûr. Et d'ailleurs, même les psychologues font des prévisions qui sont parfois très, très hasardeuses. Il y a eu effectivement les années 80. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il semble qu'à un moment donné, l'astrologie n'a pas bien rebondi, parce que par exemple, en 80, André Barbeau avait annoncé une décennie avec de fortes conjonctions qui n'a pas donné les résultats à Saturne Pluton, entre autres. Oui, enfin, il y avait. Moi, je me souviens, j'avais organisé même un colloque en 78. Enfin, je veux dire, on attendait les années 80 avec, en disant ça va être un qui tout doux pour l'astrologie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'effectivement l'astrologie, est-ce qu'il y a une 3e guerre mondiale, comme il le disait, qui va correspondre à cette même concentration planétaire ou pas? Et en même temps, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a eu aussi, c'est pas, je ne critique pas ça comme une formule. Je ne formule pas ça, comme une critique systématique, mais il y a eu un milieu astrologique professionnel à Paris, avec plein de gens intéressants, mais qui se sont davantage attachés à s'étonner les uns les autres et à se conforter les uns les autres, plutôt que d'expliquer au public ce qu'était vraiment l'astrologie. Parce que c'est ce qu'il y a eu souvent lors de congrès et de colloques, c'était tout le monde cherchait la reconnaissance auprès de ses pairs, plutôt que de chercher la reconnaissance d'un plus grand public. Par des conférences souvent de bon niveau, mais qui n'informaient pas les gens. Ben moi je répondrais, si vous voulez, d'un point de vue sociologie, je répondrais que l'astrologie n'a pas su se donner les bons leaders. Peut-être, oui. Les bons représentants. Sans doute. Et à partir du moment où ceux qui représentent l'astrologie ne sont pas les meilleurs éléments, ça aussi, dans n'importe quel domaine, quand tu ne sais pas choisir ceux qui doivent diriger, impulser, ça se paye. Voilà, ça c'est. Il y a un problème de recrutement, d'élection, enfin et on le voit très bien, n'est-ce pas? Il y a actuellement il y a souvent eu des gens qui n'avaient pas les compétences pour impulser l'astrologie. Il y a eu trop de querelles de chapelle, etc., qui n'étaient pas vraiment nécessaires non plus, qui n'ont pas fait avancer les choses. Bon, ça arrive dans tous les domaines, ça, il n'y a pas qu'en astrologie, hein. Mais ça a été souvent ça aussi. Oui, mais enfin, on ne peut pas non plus... Il y a toujours un temps, quand même, moi je dis toujours, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, s'il n'y avait pas de querelle de chapelle, on n'avancerait pas non plus. Hein. Oui, non, mais quand je dis de querelle de chapelle, bien sûr que c'est bien de discutailler, de ne pas être d'accord et d'échanger, je suis d'accord avec ça aussi, mais qui ont obscurci le débat.
C'est-à-dire que souvent les gens, par exemple, quand ils voulaient apprendre l'astrologie, ils ne savaient pas faire la différence. Alors qu'est-ce que c'est que l'astrologie psychologique, l'astrologie karmique? C'est déjà compliqué en soi, mais s'ils en disent astrologie, ils ne savent plus où ils en sont. Ils finissent par... c'est parce que justement, il n'y a pas eu d'organisation cohérente de ce milieu, effectivement. Et donc on n'a pas su mettre en avant une certaine façon de faire. C'est parti un peu dans tous les sens. Oui, c'est ça. Mais bon, de toute façon, en même temps, je crois qu'il ne faut pas être trop inquiet pour l'astrologie, ça existe quand même depuis tellement longtemps. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse du jour au lendemain. Voilà, il y aura peut-être des périodes plus propices de nouveau à ce qu'un grand public s'y intéresse davantage. C'est dur, par exemple, pour éditer un livre d'astrologie maintenant. Oui, c'est vrai. Pour le vendre, c'est de plus en plus dur. Bon, l'édition en général, les livres se vendent moins bien qu'avant. Alors les livres spécialisés comme ça, le public c'est beaucoup restreint. Mais vous-même, vous avez fait quoi au niveau des publications? Moi j'ai publié un livre sur les prénoms. Voilà. On m'avait commandé. Oui. Et moi j'ai écrit à propos d'astrologie, j'ai participé à des ouvrages collectifs, j'ai fait des horoscopes comme tout le monde à un moment donné pour l'argent, quand on m'en proposait. Mais vous n'avez pas un livre que vous portez en vous? Non, mais si, moi j'aimerais bien, un de mes questionnements actuels, c'est d'écrire justement. Mais pas forcément sur l'astrologie, c'est pour écrire aussi, écrire tout court. Je veux dire un roman, par exemple? Un roman, oui, un roman, un essai, je ne sais pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne peut écrire que sur l'astrologie. J'aimerais bien, j'aime beaucoup l'astrologie et la pratique, mais j'aimerais bien aussi faire autre chose. À côté, ne pas être qu'astrologue. Mais écoutez, on vous le souhaite, on verra s'il y arrive. C'est bien pour un astrologue d'arriver à exister en dehors de l'astrologie, c'est d'avoir une autre pertinence, une autre compétence. Et ce livre sur les prénoms, c'était... Ce livre sur les prénoms qui a eu un sort dramatique. Oui, qui a eu un sort dramatique parce que il est paru en 1989, il y a presque plus de 20 ans, 21 ans, et ça avait été une commande d'un éditeur, de Solar. Ben oui, Solar. Voilà, et j'avais utilisé la numérologie. Bien sûr. Et j'avais fait une analogie entre les symboles de la numérologie et les planètes. Et j'avais étudié chaque prénom comme si c'était une personnalité, c'est-à-dire que je définissais 3 nombres. Ces 3 nombres, c'était en gros le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Donc avec les 3, on peut ébaucher la psychologie des personnalités. Donc je me suis amusé à faire ça pour 500 prénoms. J'ai eu le malheur, et en même temps j'avais demandé l'autorisation à mon éditeur, de m'aider d'un livre, pas pour la rédaction des portraits, mais pour l'information quant au prénom. Il y avait des auteurs dont je me suis empressé d'oublier le nom, des procéduriers, qui écrivaient régulièrement des livres sur les prénoms, mais sur la mode des prénoms. En ce moment, tel prénom est à la mode, etc. Et sur les prénoms dans le temps. Des statisticiens de l'INSEE. J'ai lu alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que ça prenait 2 lignes pour chaque prénom. Je me suis aidé de leur livre en le citant dans ma bibliographie, en les remerciant même à la fin. C'était écrit dans le livre. Et en leur disant, ce prénom a été à la mode à telle époque, etc. J'avais pris leur truc que je ne pouvais pas deviner par moi-même. Et j'avais demandé à mon éditeur, est-ce qu'il faut leur demander l'autorisation? Pensez-vous, s'il faut les citer, ça suffit, etc. Quand le livre est paru, il a eu 1 an d'existence où il a bien marché, et tout d'un coup, ils ont fait un procès. Ils avaient fait un procès en même temps à la fille de Joël de Gravelaine, Frédéric de Gravelaine, qui avait sorti chez Lafon une encyclopédie des prénoms beaucoup plus savante que la mienne, et qui avait utilisé les mêmes auteurs, et ils nous ont fait un procès commun. Alors du coup, mon livre, qui est paru chez France Loisirs après, et qui a bien marché, a été interrompu brutalement. Ils sont arrangés entre éditeurs. Est-ce qu'il y avait parmi ces personnes Le Rouzic Le Rouzic avait écrit un livre sur les prénoms. Le Rouzic? Le Rouzic. Je ne sais pas. Si c'est eux, vous parlez des procéduriers?
de ceux qui m'ont attaqué, oui. de savoir leur nom. Il y a un livre très important qui a paru d'ailleurs à François. C'était deux types qui avaient une sorte de monopole sur le domaine. Enfin, donc vous avez une formation, vous êtes numérologue, donc quelque part aussi. J'ai appris la numérologie comme ça. Et actuellement, vous la recommandez, la numérologie, ou pas je l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise de temps en temps pour certaines choses, mais je l'utilise pas tellement en consultation. Parce que je trouve qu'il y a des moyens de prévision aussi par la numérologie, mais je trouve moins nuancé la numérologie que l'astrologie quand même. Mais vous ne faites pas sans lui nier. Vous n'étudiez pas la dimension numérologique du prénom, par exemple, pour venir compléter le thème astral. Mais ce qui est amusant, c'est que souvent, quand il y a ça m'est arrivé de faire l'expérience, je ne fais pas le prénom, je fais le nom en entier à ce moment-là, quand je connais le nom des gens. Et très souvent, les noms sont en relation avec des dominantes du thème. Oui. On retrouve des signes de la personnalité il y a un croisement entre numérologie et dominante planétaire, par exemple. Alors, question subsidiaire, qu'est-ce que vous pensez du tarot, alors, Bernard Besançon? Je connais mal. J'ai eu des velléités il y a 2 ans. N'est-ce pas? Ouais, et puis j'ai commencé à travailler sur un livre de tarot, et puis j'ai été débordé par des problèmes, j'ai laissé tomber. Mais je connais mal les tarots. Mais pourquoi pas, j'ai rien contre. C'est un autre langage symbolique. Hein. Et à propos de langage symbolique, est-ce que vous êtes attiré par les nouvelles planètes, les nouveaux noms qu'on sort, la mythologie pour des choses qu'on découvre récemment, les astéroïdes, les transplutoniennes, est-ce que tout ce déluge de mythologie de Pluton qui a été rétrogradé? Oui aussi, enfin tout ce qui est toute cette nébuleuse mythologique, astronomico-mythologique. C'est pas ça. Je me rappelle le vol de Gravelaine qui m'avait proposé, de son vivant bien sûr, de faire un livre sur Chiron, parce qu'il se trouve que je suis un chironien d'ailleurs, parce que j'ai une conjonction étroite Soleil-Chiron dans mon thème. Et elle me disait pourquoi tu fais pas ça, puisqu'elle avait lu mon thème et elle m'avait conseillé. Et puis à ce moment-là, c'était juste au moment, c'était donc vers la fin des années 80, où on m'a demandé d'écrire sur les prénoms. Et puis j'ai fait ce choix-là. Et maintenant, quand j'y repense, Chiron qui est sujet, on dit que certains astrophysiciens disent que il n'existe même plus, etc. Mais veut dire, ça m'intéresserait de faire une recherche là-dessus, par exemple. Et pour Pluton, ça ne vous ébranle pas le problème de 2006, qu'il a été dégradé? Non, parce que ce que dit, ça n'enlève rien à son symbole. Pour moi, ça n'enlève rien à son symbole. Et en plus, c'est pas les astrophysiciens, je ne vois pas tellement le rapport. On parle de symbole, on ne parle pas de réalité palpable. Donc c'est pas gênant. Non. Surtout que Pluton, quand même, moi j'utilise en astrologie, je veux dire. C'est incontournable pour vous. C'est incontournable parce que, je veux dire, quand des gens ont des transits importants de Pluton, pas tous, parce qu'il y en a qui refoulent Pluton, ceux qui sont hermétiques et qui ont des Plutons pas importants dans leur thème, peuvent le refouler complètement, mais enfin, des transits importants plutoniens, les gens les vivent. Hein. Et puis les époques les vivent aussi. Pluton dans les signes, il est parlant. Mais l'autre jour, quand j'ai interrogé Catherine Aubier, elle m'a dit quand je lui ai posé certaines questions sur les bases de l'astrologie, elle m'a renvoyé à Jean-Pierre Nicolas, par exemple. Parce qu'elle avait travaillé avec, enfin, elle avait sympathisé et travaillé avec. Oui, elle a dit, ben oui, sur certaines questions, pourquoi c'est comme cela, va voir ce qu'a écrit Nicolas. Est-ce que vous pensez repenser, en quelque sorte, reformuler pour l'instant, moi je ne connais pas bien l'enseignement de Maisonneuve, mais vous êtes plutôt traditionnaliste? Pas traditionnel, mais modernisé par le langage et la façon d'appréhender les choses, et sans dire quand même. Mais Jean-Pierre Nicolas, je connais ce qu'il a fait, etc. Et moi, par rapport à... Et c'est quelqu'un qui a accent, François Hardy a été son porte-parole, mais je ne vois pas pourquoi l'astrologie a besoin de la science, et ça m'a toujours agacé, ce besoin de se justifier par latent. On ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on trouve intéressant en étant sur la défensive et en essayant de le prouver.
On ne peut pas faire. La conception astrologique n'est pas une façon de prouver l'astrologie. Non, c'est qu'il faut surtout pas. Ce qu'il ne faut pas faire, justement, on en revient à notre conversation du début. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder forcément tout le contenu d'un thème à la personne qui vient vous voir. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver que vous êtes savant et que vous en savez plus sur elle qu'elle en sait même. On n'est pas là pour faire de l'épate ou pour faire de l'empathie avec les gens, essayer de les comprendre et éventuellement sur ce questionnement qu'ils ont. Hein? Mais il ne s'agit pas de dire, vous avez vu, je suis un grand astrologue. Mais l'astrologue, quand même, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous dites qu'il y a des consultations qui se passent bien, c'est parce que... Très nourrissant, veut dire, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, ça peut être gratifiant d'être avec un client qui capte bien ce qu'on lui dit, qui est avec vous. C'est toujours gratifiant de faire du bien aux gens et d'avoir un échange agréable avec les gens. C'est forcément gratifiant. On ne peut que se sentir bien et c'est chaleureux. Parce que ça vous gratifie à la fois intellectuellement, individuellement, mais aussi ça gratifie par rapport à votre savoir. Ça me donne, je dis mais pour les astrologues, ça donne le sentiment d'exister, d'être utile. De servir à quelque chose, c'est important de se sentir utile, c'est de se sentir utile dans une relation. Est-ce que vous servez de l'astrologie, c'est une question que j'ai parfois abordée avec Mireille Petit, est-ce que ça vous sert à vous en tant que personne, l'astrologie? Je ne peux pas ignorer mes transits. Parce que, comme vous avez mon thème en tête, comme n'importe quel astrologue, je ne peux pas ignorer les transits que j'ai. Il y a des moments où ça m'a joué des tours, je me suis tapé des parano, comme tout le monde. Ça peut exacerber certaines choses. Je me rappelle de Joël de Grablin qui disait toujours, en gardant mes transits et mes révolutions solaires, qu'est-ce que je me suis enterré de nombreuses fois. Elle disait ironiquement. Et on a tous fait, quand on connaît l'astrologie, quand on est astrologue, on ne peut pas censé être ignorer certaines choses, on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder les choses de plus près, donc on peut se faire peur. Moi j'ai appris, ça m'a quand même fait plus, ça m'a permis quand même, ça m'a fait peur de temps en temps, mais ça m'a quand même permis plus souvent de comprendre ce que je traversais et éventuellement de prévenir certaines choses. C'est-à-dire, quand j'avais des périodes d'échec ou des périodes de frustration, je pouvais au moins les expliquer par des transits planétaires. Mais et dans la compréhension des autres aussi Oui, quoique dans la compréhension des autres aussi, quoique dans mes relations avec les autres, c'est-à-dire avec mes amis, ça m'a pas tellement servi, parce que j'ai parfois fait le thème d'amis, même pas forcément professionnellement, mais parce qu'ils me demandaient quelque chose et que je le voyais, je le connaissais. Quand on a un rapport affectif avec les gens, on est rarement objectif. Je me projetais trop dans la relation et j'étais pas toujours bien. Ça me permettait quand même parfois de comprendre certaines problématiques qu'ils avaient. Mais est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez gagné à connaître l'astrologie, c'est-à-dire que quelque part il vous manquait quelque chose avant de faire de l'astrologie, quelque chose à dire, quelque chose à comprendre? Est-ce que vous avez le sentiment que l'astrologie est venue vous aider à résoudre certains problèmes, ou à certaines carences, ou à une certaine difficulté relationnelle? La première chose qu'elle a résolue pour moi, c'est elle m'a servi à trouver mon identité. Parce que j'ai un Pluton à l'ascendant, et puis j'ai eu un problème d'identité pendant longtemps, parce que j'ai fait des études, mes parents voulaient absolument que je fasse des études supérieures d'économie, etc., ce que j'ai fait pour leur faire plaisir. Je sentais bien que ça ne me correspondait pas, et j'arrivais pas à entrer dans le moule dans lequel on voulait que j'entre. Bon, mes parents ont été très gentils par ailleurs et très ouverts, même si on s'est engueulé à l'époque. Et dès que j'ai terminé ces études, j'ai filé vers autre chose parce que je sentais que c'était pas pour moi. Mais je veux dire, la première chose que m'a apporté l'astrologie, c'est la connaissance. Oui, je disais, ça m'a apporté la connaissance de moi-même et ça m'a apporté aussi la connaissance des autres. Forcément, ça va ensemble. Oui, mais moi quand j'étais adolescent, une chose qui m'étonnait toujours, c'est que beaucoup de gens venaient se confier à moi. Mais ils me racontaient leurs histoires, je les écoutais. Et ils se confiaient à moi parce que je les écoutais. Ah oui. C'est pour ça. Parce que j'avais écouté les gens, mais à l'époque, je le faisais spontanément, ça m'intéressait. D'écouter les histoires des gens et comment ils vivaient les choses. Il y avait déjà ça. Oui, ouais, il y avait déjà beaucoup ça. Et il n'était pas question d'astrologie à l'époque. Bien sûr. Mais souvent,
les gens racontaient, les gens de mon âge, filles et garçons, racontaient leurs problèmes. Et me demandaient des conseils, c'est marrant. Hein. Donc ça préfigurait ce qui s'est passé par la suite. Mais peut-être que justement vous attendiez d'avoir quelque chose à transmettre et que l'astrologie, ça a été le contenu, que vous étiez un média, vous saviez que vous aviez quelque chose à porter, mais il fallait savoir quoi porter, quoi transmettre. Mais ça a été ma façon de communiquer avec les autres. Oui. Parce que je suis curieusement, je suis ambivalent pour ça, je suis sociable mais solitaire, je suis sélectif comme un vrai balance, c'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois à tort, il y a des gens que je n'ai pas envie de voir pour des raisons parfois futiles, bêtes. Mais je veux dire, la façon la meilleure que j'ai de communiquer avec les autres, c'est finalement, c'est pas la seule, mais c'est à travers leur thème, parce que j'ai des contacts particulièrement profonds et enrichissants avec les autres, comme on a rarement dans la vie réelle. On les a pas régulièrement dans la vie réelle. On a des contacts beaucoup plus superficiels, et de temps en temps, des contacts profonds et agréables avec certaines personnes, mais rarement. Alors par l'astrologie, ça a nourri cette curiosité que j'avais des autres et cette envie d'échanger avec les autres, je pense. Alors comment expliquez-vous? Enfin, je l'explique a posteriori comme ça. Comment expliquez-vous, question un peu piège, comment expliquez-vous qu'on puisse vivre sans l'astrologie? Comment est-ce que vous comprenez que quelqu'un n'ait pas besoin d'astrologie? Ça voudrait dire, oui, tout le monde n'est pas comme moi. Et tout le monde n'a pas ma personnalité, tout simplement. Oui, enfin, on soit qu'il y a plein de gens qui vivent sans l'astrologie. Mais justement, j'aime pas qu'on presse pour l'astrologie, d'ailleurs. Je fais jamais ça. C'est-à-dire, je n'insiste jamais auprès de quelqu'un pour quelqu'un qui débute l'astrologie. Et débute l'astrologie, on n'est pas obligé de s'intéresser à l'astrologie. Je veux dire, je suis pas du tout fanatique. Est-ce que vous avez le sentiment que cette personne-là, il lui manque quelque chose? Non. Non, pas forcément. Non, elle n'a pas rencontré ça, on ne trouvera peut-être jamais. Il y a plein d'autres choses intéressantes qu'on peut faire aussi. On peut s'intéresser à d'autres choses. Non, l'astrologie, pour moi, ça a été quelque chose de très important. C'est une passion. Et je trouve ça intéressant. Cela dit, tout le monde n'est pas obligé à avoir affaire à l'astrologie.